Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Déchirer les voiles, l'épisode numéro 15 du 25 décembre 2023. Eh bien, j'aimerais tout d'abord, puisque c'est le 25 décembre, bon, je l'enregistre évidemment avant, puisque à partir du 23 décembre, je serai en retraite et je serai en repos, bien mérité d'ailleurs, parce que l'automne a été extrêmement intense pour moi, comme vous le savez probablement, si vous avez suivi le lancement de l'Académie de la Santé Intégrale, par exemple, et si vous êtes étudiant de l'Académie de la Santé Intégrale. Bref, donc, je vous souhaite un très joyeux Noël à vous, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Vous voyez que je viens de faire deux provocations, l'une derrière l'autre, contre ce qu'on essaye de nous imposer au nom de l'inclusivité. Je vous souhaite un joyeux Noël et on nous a dit qu'au nom de l'inclusivité, pour ne plus discriminer, pour ne plus exclure un certain nombre de gens qui ne seraient pas croyants, chrétiens par exemple, et pour qui la Noël ne représente rien, on n'a plus le droit de dire joyeux Noël. Eh bien moi je vous le dis, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Et ceux que ça choque, eh bien vous quittez cette vidéo immédiatement parce que je continuerai à ne pas être inclusif, parce que l'inclusivité pour moi, ce n'est pas le rejet de ma propre culture et ce n'est pas le rejet de mes propres racines. Qu'on soit très clair. Et j'ai dit aussi, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, de nouveau, ça c'est une, je dirais, c'est une offense à cette imposition de l'inclusivité, puisque maintenant, on ne peut plus parler déjà de mademoiselle, donc ça fait un petit temps, mais maintenant, on ne peut même plus parler de monsieur et de madame. Moi, je suis désolé, mais pour moi, un homme, au sens masculin du terme, ça reste quelqu'un qui a des testicules, qui a un pénis, et quelqu'un dont le code génétique est un code masculin. Je crois que les hommes, c'est XY. Et les femmes, ce sont des êtres humains aussi, qui ont des ovaires, un utérus pour porter des enfants, une poitrine qui leur permet d'allaiter les enfants, et qui ont un code génétique qui est XX. Voilà. Et donc, pour moi, le jour où on pourra me prouver qu'un trans, qu'il se sente non-binaire, qu'il se sente fluide, ou qu'il ait l'impression qu'il est un canard, eh bien, il faudra qu'il me prouve qu'au niveau de son code génétique, les choses ont changé naturellement. Ce jour-là, peut-être que je réviserai ma position vis-à-vis du transgenrisme, mais jusque-là, je suis désolé de le dire, mais la plupart de ceux qui ont embarqué non seulement dans l'idéologie du transgenrisme, mais qui sont passés à l'acte, c'est-à-dire ont demandé à ce qu'on bloque leurs hormones, à ce qu'on les charcute de façon parfois horrible pour faire un vagin à partir d'un pénis ou pour faire un pénis à partir d'un vagin. Enfin bon, c'est des choses complètement horribles et très souvent irréversibles qui ont des conséquences énormes sur le plan de l'équilibre physiologique parce que ce sont des gens qui sont dépendants à vie de l'industrie pharmaceutique, donc des clients à vie de l'industrie pharmaceutique. Eh bien, ces gens-là, je les considère comme des victimes de cette guerre cognitive dont nous sommes la cible et qui faisait l'objet de Déchirer les voiles numéro 13, numéro 14. Et comme vous avez été un certain nombre à me dire « continue dans cette voie-là parce que ça nous intéresse d'avoir encore davantage d'informations », eh bien, je vais le faire. Et donc, je vous remercie d'avoir continué à enrichir, je dirais, la liste des mots
dont le sens a été complètement perverti. Et du coup, je remercie aussi Anna Noutiran qui a repris son clavier cette semaine et m'a fait m'a rendu ce service d'augmenter encore le document dont je vous avais parlé la semaine dernière, avec encore davantage de mots, encore davantage de références aussi. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié de lire non seulement tous ces apports que vous nous avez offerts, mais aussi j'ai pris le temps, j'ai passé à peu près 6 heures à cliquer sur les liens que vous m'avez donnés et aller écouter un certain nombre de conférences, de vidéos, aller lire des articles dont vous aviez donné les références. J'ai même commandé le dictionnaire de la novlangue parce que j'ignorais son existence, et ce dictionnaire de la novlangue reprend à peu près 1 millier de mots. Alors c'est un dictionnaire qui est sorti en 2015, donc c'est un dictionnaire qui mériterait de trouver une mise à jour après la crise Covid, parce que la crise Covid a apporté quand même beaucoup de nouveaux mots qui nous ont été imposés par les médias dominants. Mais vraiment, merci beaucoup. Donc je suis très reconnaissant de la vie, de la vivacité, de la réactivité dont vous avez fait preuve et qui finalement enrichissent notre réflexion commune. Voyez ? Alors, donc, à la demande d'un certain nombre d'entre vous, je poursuis la réflexion que j'ai commencée avec vous il y a 2 semaines de cela, à propos donc de cette guerre cognitive, dont j'ai parlé d'ailleurs dans l'émission Libérer l'info, qui a eu lieu le 21 décembre dernier, donc il y a quelques jours de cela, et où j'ai parlé donc de la Cyber Threat Intelligence League, donc la Ligue d'espionnage des cybermenaces, qui est une émanation des gouvernements américains et britanniques, et qui ont voulu mettre en place quelque chose de non gouvernemental, parce que évidemment les gouvernements ne peuvent pas tout de suite de façon explicite lutter et faire des œuvres de censure et de désinformation vis-à-vis de leur propre population. Ça, ce serait une haute trahison. Donc en fait ils ont trouvé un truc pour créer une ligue qui apparaît comme étant un réseau de bénévoles qui est censé protéger les braves citoyens que nous sommes des menaces vis-à-vis de notre santé physique. Et donc c'est pour ça que on veut nous ramener dans le droit chemin de la vérité concernant les vaccins et l'immunisation créée par les vaccins anti-Covid, etc. Donc ça, c'est nous protéger sur le plan physique, nous protéger sur le plan numérique, puisque nos ordinateurs, nos téléphones peuvent être volés par n'importe qui, peuvent être hackés. Donc, ce qui serait quand même la solution idéale, c'est nous injecter un gel nanotechnologique qui permette de mémoriser toutes les informations nous concernant, c'est-à-dire notre identité, notre dossier médical, notre carte bancaire, notre passeport, notre casier judiciaire, etc. Donc en fait, ça c'est la manière dont ils entendent nous protéger sur le plan numérique, et ils veulent aussi nous protéger sur le plan cognitif, c'est-à-dire nous prémunir de la contamination, de la désinformation. Et dans l'émission Libérer l'info, j'ai donné la définition qu'ils entendent de la désinformation. Et donc je continue parce que je pense que c'est vraiment très important de vous expliquer un peu mieux ce qui sous-tend toute cette perversion du langage. C'est-à-dire la perversion du langage va extrêmement loin, et j'ai beaucoup apprécié que vous me donniez plusieurs liens vers Franck Lepage. Franck Lepage que je connaissais depuis plus de 20 ans, mais j'ai entendu une conférence dont je vais vous parler dans quelques instants et dont je vous donne le lien. C'est un lien que vous m'avez donné, donc je le donne maintenant pour tout le monde sous la vidéo. Conférence de Franck Lepage sur l'art contemporain, et vraiment ça m'a ouvert les yeux. Il a donné une référence bibliographique dont je vous parlerai aussi, et puis vous m'avez aussi orienté vers Ariane Bileran. Donc
évidemment, Ariane Billeran est quelqu'un que j'admire énormément, que j'apprécie énormément. C'est vraiment quelqu'un d'une intelligence, d'une bienveillance et d'une générosité que je trouve admirable, d'autant plus que c'est quelqu'un qui est quand même, je dirais, très exposé, et en même temps, il y a une grande cohérence chez cette femme, puisque, bon, comme vous le savez peut-être, elle vit en Colombie, et localement, elle tente, avec ses moyens à elle, d'aider les populations les plus déshéritées en Colombie lorsqu'elle se trouve de ce côté-là de l'océan. Et alors, vous m'avez renseigné des choses que je connaissais d'Ariane, puisque bon, j'avais acheté et lu son livre. Comment est-ce que c'est maintenant? Oh là là, et je l'ai lu en plus, hein, avec son livre avec Vincent Pavant, Le débat interdit. J'avais lu aussi d'Ariane, j'avais acheté son livre Psychopathologie du totalitarisme. J'avais aussi reçu de sa part Psychopathologie de la pédophilie. Et puis, vous m'avez donné aussi le lien d'un article qu'elle a écrit dans une revue québécoise, Arguments politique, société, histoire, et un article qu'elle a publié au mois de mars 2022 qui s'appelle « La langue trafiquée dans les îlots totalitaires ». Vraiment remarquable comme article. Et je dirais que ce que j'ai entendu de Franck Lepage, ce qu'il a dit à propos de la référence bibliographique qu'il a donnée, et c'est une référence dont le livre s'intitule « Qui mène la danse, la CIA et la guerre froide culturelle ». Alors ça, c'est vraiment quelque chose dont je n'avais pas conscience, c'est que la CIA n'avait pas seulement mené une guerre froide sur le plan politique, militaire, etc., mais avait aussi mené une guerre froide culturelle contre les peuples occidentaux, si vous voulez. Et cet article d'Ariane m'a donné l'envie, finalement, de prendre un peu de recul, et plutôt que de vous balancer une nouvelle liste de mots, qui enrichirait peut-être votre réflexion, mais j'avais envie d'enrichir votre réflexion de façon beaucoup plus profonde, en vous expliquant justement les mécanismes qui sont à l'œuvre pour nous manipuler et nous imposer de nouvelles références culturelles, et donc de nouvelles références sociales, et donc de nouvelles références politiques, et donc de nouvelles références sociétales. Voilà. Vous allez voir, c'est brillant. Et je le dis avec d'autant plus d'aise que quasiment toutes les idées que je vais vous livrer maintenant ne sont pas de moi. Donc je peux dire que c'est brillant puisque ce n'est pas de moi. Alors, en écoutant la conférence de Franck Lepage, à un moment donné, donc, il fait allusion à l'art contemporain. Alors, moi, j'ai jamais été un fan d'art contemporain, j'ai toujours trouvé ça moche. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le film Intouchable, que j'ai adoré, avec Omar Sy et François Cluzet, François Cluzet, que je ne porte plus du tout dans mon cœur depuis qu'il a fait ses sorties complètement aberrantes sur les non-vaccinés. Ben, enfin bon, bref, le film quand même, je continue à l'apprécier énormément. Quand Omar Sy emmène François Cluzet, enfin bon, donc vous voyez, donc les acteurs, hein, les personnages qu'il joue, il l'emmène dans un musée d'art contemporain. Et donc on est devant une toile où il n'y a rien, c'est une toile blanche avec un encadrement, et le personnage joué par François Cluzet dans sa chaise roulante est en train d'admirer le tableau, et donc le personnage joué par Omar Sy lui dit « Mais vous aimez ça ?» « Ah oui, beaucoup, j'aime beaucoup ça. » Et il dit, et alors il se fout, il rigole, quoi. Il dit, enfin, c'est pas de l'art, ça. Moi, je peux vous acheter ça dans un magasin de bricolage et je vous le vends. Hein. Et l'autre dit, non, mais c'est quoi le prix de ça? Et l'autre dit, je pense que c'est 50 000 €. Enfin, je ne sais plus le prix exactement. Et alors, le personnage de Omar Sy qui dit « Quoi? 50 000 € pour ça? Vérifiez. Oui, peut-être je vais vérifier. » Ben oui, allez vérifier. Et l'autre qui dit « Excusez-moi, mais j'ai fait une erreur, effectivement. »
Ah bon, je comprends mieux, alors c'était quoi? Et donc je pense que c'est 100 000 euros au lieu de 50 000, et l'autre il dit, bon, j'achète quoi. Bon, donc ça c'est l'art contemporain. Moi j'ai vraiment, la musique contemporaine, ça me donne des boutons carrément. Et ce que Franck Lepage raconte dans sa conférence, que je vous laisserai écouter évidemment, c'est qu'il avait écouté une émission d'Arte sur l'histoire de la CIA, et il dit qu'à un moment donné, un ancien directeur de la CIA dans les années 60 avait dit, je cite, et je l'ai d'ailleurs renoté, « L'opération de désinformation la plus réussie de toute l'histoire de la CIA est le financement de l'art contemporain. » Alors, si vous m'aviez demandé quelle était l'opération de désinformation la plus réussie de toute l'histoire de la CIA, je vous aurais certainement pas répondu l'art contemporain, enfin le financement de l'art contemporain. Je vous aurais répondu, par exemple, les manœuvres de déstabilisation des régimes démocratiques d'Amérique latine, par exemple, hein, en finançant les groupes d'opposition et en mettant à la tête des pays des gens qui étaient à la solde des États-Unis finalement, mais pas l'art contemporain. Ben oui. Et donc il y a un livre d'une certaine Frances Stonor Saunders qui dit, dans son livre Qui mène la danse, et qui a fait toute une enquête sur cette guerre froide culturelle de la CIA, ce qu'elle dit, c'est que la CIA, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, où, je le rappelle quand même, les alliés, c'était la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, et puis il y en avait un quatrième. Vous vous souvenez du quatrième? Ben, si je pose la question aux jeunes générations, ils ne trouveront jamais le quatrième allié. Le quatrième allié, c'était la Russie, enfin c'était l'URSS. À l'époque, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'URSS étaient alliés contre l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et le Japon. Hein, je simplifie évidemment. Et ce qu'on oublie, en tout cas les jeunes générations ne le savent même pas, c'est que, je dirais, le groupe qui a payé le plus lourd tribut dans cette Deuxième Guerre mondiale, c'est de loin l'Union soviétique. C'est grâce à l'Union soviétique qu'à un moment donné, le régime nazi a été mis à genoux. C'est grâce à l'Union soviétique que les camps de concentration ont été libérés. Les camps de concentration n'ont pas été libérés par les Américains. Ils ont été libérés par les Russes. Et à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, comme les Américains, via l'opération Paperclip dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans l'info en question, comme les Américains ont récupéré la plupart des scientifiques nazis pour les embaucher à la CIA, pour les embaucher dans les universités, pour les embaucher dans les programmes de développement nucléaire, etc., et les embaucher à la NASA. Évidemment, ça faisait un peu désordre de dire « nous avons combattu le nazisme et nous avons récupéré quasiment tous les nazis pour les faire travailler pour nous et pour continuer leur programme d'ingénierie sociale et de destruction des peuples, finalement ». Donc il fallait trouver un autre ennemi pour camoufler le fait que les États-Unis avaient toujours collaboré et avaient toujours collaboré avec le complexe militaro-industriel de l'Allemagne nazie qu'ils combattaient par ailleurs, mais via des entreprises américaines et dont la compagnie Ford, si mes souvenirs sont bons, je vous dis ça de mémoire, mais je pense que c'était ça. Il y avait des collaborations entre IG Farben et je crois que c'était Ford. Mais bon, pardonnez-moi si je fais une erreur là. Eh bien, pour camoufler cela, il fallait trouver un autre ennemi, un nouvel ennemi, et le nouvel ennemi, c'était l'URSS. Et donc, à partir de 1946-47, la CIA a décidé de manipuler la conscience des populations occidentales, c'est-à-dire européennes et nord-américaines, pour petit à petit leur faire croire que nos véritables ennemis, finalement, c'était même pas les nazis, mais c'était l'URSS. Et donc, il y a eu toute une mise en œuvre d'une culture anti-bloc de l'Est,
Et c'est là où le monde s'est coupé en deux, hein, avec le mur de Berlin qui symbolise finalement cette coupure entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, la construction de l'OTAN aussi. Mais il n'y avait pas que ça, bon, parce qu'on a effectivement connu tous les films d'Hollywood où les Russes étaient toujours les méchants et les Américains étaient toujours les gentils. Quand on sait que Hollywood est de toute façon une agence de propagande de la CIA, c'est la CIA qui, très souvent, soit valide les scénarios créés par les équipes de scénaristes à Hollywood, ou même carrément donne des idées de script ou de scénarios aux équipes d'Hollywood en leur disant vous allez maintenant nous sortir 10 films sur les menaces pandémiques qui peuvent décimer le monde parce qu'on va bientôt en avoir besoin. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on a été brainwashé par les films que nous avons regardés dans notre... En tout cas, moi, en Belgique, j'ai regardé beaucoup de films américains et beaucoup de films qui montraient qu'effectivement, les Russes étaient toujours les méchants espions du KGB, etc. Mais heureusement, les gentils Américains étaient là pour nous sauver. Bien. Hein, vous vous souvenez peut-être de cette chanson de Michel Sardou. « Si l'Américain n'était pas là, vous seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi, etc. etc. » En fait, je serais un très mauvais candidat pour n'oublier pas les paroles. Mais bon, si les ricains n'étaient pas là, hein, un gars venu de Normandie, etc. Donc, est venu mourir sur les plages, etc. Bon, bref, donc, il y a eu aussi donc une autre manœuvre concomitante, c'est que ils ont décidé de commencer à s'attaquer à nos racines culturelles sur le plan linguistique et sur le plan historique. Donc en fait, c'est là où on a assisté à une déconstruction et une destruction de notre patrimoine linguistique et de notre héritage historique. Comment ont-ils fait ? Et en fait, regardez, j'ai un verre ici qui est rempli aux 2/3, au cas où j'en aurais besoin pendant que j'enregistre cette vidéo. Si je veux maintenant boire du vin, et je dirais apprécier ce vin, il va falloir d'abord que je vide le verre d'eau si je n'ai pas d'autre verre. Voyez ? Donc, pour remplir mon verre d'autre chose que de l'eau, il va falloir d'abord que je le vide pour pouvoir le remplir. C'est exactement cela que la CIA fait depuis la fin des années 40. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vider le cerveau de la population, c'est-à-dire nous vider de nos points de repère culturels, de nos points de repère linguistiques, de nos points de repère artistiques, de nos points de repère musicaux, de nos points de repère littéraires, de nos points de repère en termes de presse médiatique. Donc, ils nous vident nos cerveaux. À l'école, je vous l'ai dit, ils ont décidé un programme de crétinisation des jeunes générations depuis les années 70, début des années 80, avec l'enseignement rénové, avec les mathématiques modernes, etc. Et ça a eu comme conséquence de nous donner de moins en moins de substance et de mots et de vocabulaire pour réfléchir. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous permet de réfléchir ? Qu'est-ce qui me permet de réfléchir ? C'est que je pense avoir un vocabulaire de la langue française relativement riche, qui me permet de faire des nuances subtiles entre différents concepts, entre différents mots, qui ne veulent pas exactement dire la même chose. D'ailleurs, je me suis amusé en préparant cette vidéo à me faire un petit exercice que j'ai envie de vous proposer. Donc cet exercice, le voici. Et je vais vous demander vraiment de faire l'exercice pour juste expérimenter ce que je suis en train de vous dire. Je vais vous demander de prendre un petit bout de papier, pas besoin d'un gros bout de papier, hein. Moi j'ai fait ça sur un papier comme ça. Vous allez écrire le verbe aimer
et puis vous allez écrire un maximum de synonymes du mot aimer, sans aller voir au dictionnaire, sans aller voir sur un site internet de synonymes. Donc vraiment, de rester juste avec votre bagage intellectuel, votre bagage culturel, votre bagage linguistique, et de voir combien de mots vous êtes capable d'écrire pour remplacer le verbe aimer. D'accord? Donc, mettez la vidéo en pause et on se retrouve après. Je vous dis combien moi j'en ai trouvé et vous verrez combien vous en avez trouvé aussi. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est pas le score finalement, c'est de voir combien les jeunes générations ont encore de mots pour dire aimer d'une autre manière que aimer. Ça va? Allez, on met la vidéo en pause, on se retrouve juste après. Alors j'espère que vous avez joué le jeu, j'espère que vous avez vraiment mis la vidéo en pause. Alors moi, j'en ai trouvé 7. Aimer, apprécier, se délecter, affectionner, chérir, adorer, admirer. D'ailleurs, quand je vous ai parlé d'Ariane Billorant tout à l'heure, je vous ai dit que j'admirais beaucoup son travail et j'appréciais ses interventions, etc. J'aime beaucoup, blablabla, etc. Voilà. Quand j'écoute Franck Lepage, eh bien là, je me délecte carrément. Hein, mais c'est pas la même chose, vous voyez. Aimer, apprécier, se délecter, c'est pas exactement la même chose. Bon, j'ai été voir dans un dictionnaire, qu'est-ce qu'il propose de plus? Raffoler, c'est vrai que je n'avais pas pensé à celui-là. Priser, c'est vrai. C'est quelque chose qui est très prisé, hein, qui est très aimé. Ça, je n'y avais pas pensé non plus. Et alors, kiffer. C'est vrai que c'est un mot d'origine arabe et qui est passé dans la langue française maintenant. Et si vous y réfléchissez de façon très objective, probablement que aimer, vous avez trouvé peut-être entre 5 et 8 mots de votre côté. Bon, il y avait aussi des locutions verbales, mais ça, je ne les ai pas comptées. Par exemple, tomber en amour, hein, c'est avoir le coup de foudre, etc. Bon, tout ça, je les ai éliminés. Je voulais juste chercher un verbe, hein, parce que sinon, j'aurais pu effectivement en mettre davantage. Mais regardez, combien avez-vous trouvé de mots? Et devinez combien de mots sont employés et sont même connus par les jeunes générations. Allez, la génération 20-30 ans. Qu'est-ce qu'ils connaissent comme mot encore? Ils connaissent aimer, probablement qu'ils connaissent aussi adorer et kiffer. Pour le reste, j'ai jamais entendu un jeune de 20-30 ans dire apprécier, se délecter, affectionner, chérir, admirer, raffoler, priser. Non. Mais quand on vide notre bagage linguistique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il nous est de plus en plus difficile de formuler une pensée construite. Si en plus, on s'attaque à la syntaxe et à la grammaire, comme c'est le cas actuellement, sous prétexte de simplifier pour démocratiser la langue, en fait, ça veut dire quoi? Démocratiser la langue, ça veut dire nous rendre plus manipulables. Ce qui veut dire que de moins en moins de jeunes générations sont capables de formuler une phrase correcte avec une section principale et éventuellement une section subordonnée. C'est de plus en plus compliqué pour les jeunes générations de formuler une phrase avec un sujet, un verbe, un ou deux compléments d'objets ou des compléments circonstanciels, etc. D'ailleurs, ils ne savent même plus ce que c'est des compléments d'objets, etc. Enfin bon, on va laisser ça tomber comme ça. Et puis, des subordonnés avec les bons mots de liaison utilisés, dont, par lequel, duquel, etc. Tout ça est en train de foutre le camp, mais à une vitesse VV'. Mais quand on enlève tout ça du bagage linguistique des personnes, ces personnes ne sont plus capables de penser différemment de ce que les médias mainstream leur imposent. Et c'est ça la guerre froide, culturelle, que la CIA mène depuis la fin des années 40, c'est de mener une guerre contre la littérature, c'est-à-dire la littérature
est de plus en plus une littérature pauvre en vocabulaire et pauvre en références culturelles, etc. La musique contemporaine, on ne va plus en parler. L'art contemporain, je vous renvoie de nouveau à Intouchable, et la presse. Ce sont les 4 secteurs où la CIA a décidé de faire de ces 4 secteurs une arme idéologique pour nous crétiniser. Et Ariane Billerand, d'ailleurs, remarque que plus notre bagage linguistique s'appauvrit, plus la violence physique devient importante. Ben oui, c'est un peu normal. Si je ne suis plus capable d'avoir des joutes oratoires, c'est de nouveau les jeunes générations, joutes oratoires, ça veut dire quoi ça? Bon. Avoir des joutes oratoires, c'est parce que nous avons du vocabulaire, c'est parce que nous sommes capables de nuances, que nous sommes capables d'argumenter et même de nous disputer ou de nous confronter avec des gens qui ne partagent pas la même opinion, mais au moins nous avons un terrain qui est riche et qui nous permet de confronter nos idées et peut-être de trouver quelque chose qui est de la confrontation des idées qui va faire germer et jaillir une nouvelle richesse, si vous voulez. Donc, dans la confrontation, qui n'a rien à voir avec le conflit, vous voyez, de nouveau, conflit, confrontation, c'est pas la même chose, mais confrontation, c'est un mot qui commence à être évacué du vocabulaire courant. Et on en reste au conflit. C'est un ennemi. Mais non, c'est peut-être un adversaire politique, mais ce n'est pas un ennemi. Il faut arrêter. Vous voyez? Bon. C'est parce que nous avons ce bagage de vocabulaire l'un et l'autre qu'on va pouvoir se confronter, mais en restant dans le respect, en restant dans la bienséance et sans passer à des choses ordurières, diffamantes, violentes, comme j'en ai été témoin, par exemple, dans la presse québécoise. Alors, la presse québécoise, elle a le pompon de la grossièreté et vraiment des choses que, normalement, un journaliste ne devrait pas se permettre, parce qu'un journaliste, c'est un professionnel de la langue, avant tout. Et donc, plus notre vocabulaire est pauvre, plus il va être remplacé par la violence physique. On va régler nos comptes par la violence et par les coups de poing, parce que nous ne sommes plus capables de nous confronter, d'avoir des joutes oratoires. Même chose, si on nous prive de notre héritage historique, si nous ne sommes plus conscients que, par exemple, l'extrême droite, c'était quoi? En tout cas, moi, quand j'étais adolescent et jeune adulte, quand on me dit « ça, c'est un gars d'extrême droite », j'avais tout de suite comme image de représentation sémantique. Oh là là, les jeunes générations sont perdues avec les termes que j'utilise. L'image de représentation sémantique. Ouh. Moi, j'avais comme représentation les chemises brunes des jeunesses hitlériennes, par exemple. Pour moi, quelqu'un d'extrême droite, c'était quelqu'un qui était raciste, xénophobe. Oui, je sais, de nouveau, c'est un mot à 5 sous, là. Raciste, xénophobe, éventuellement antisémite, mais je dirais que pour moi, c'est surtout raciste, xénophobe, intolérant vis-à-vis de n'importe quelle religion, et souhaitant prendre le pouvoir par la violence pour imposer un régime totalitaire. Pour moi, c'était ça l'extrême droite. L'Italie de la Deuxième Guerre mondiale était une Italie fasciste d'extrême droite. Le régime de national-socialisme était un régime fascisme d'extrême droite. C'était ça l'extrême droite. Et quand je vois qu'aujourd'hui, les Rudi Reichstag, comme le Parlement nazi, comme Tristan Mendes Rance,
nous traite d'appartenance à la mouvance d'extrême droite, est-ce que vous vous rendez compte que là, on a carrément un glissement de sens, on a même une inversion de sens. Mais cette inversion de sens est permise parce que nous n'avons plus de conscience de l'histoire de ce qu'était l'extrême droite, de ce qu'était le fascisme. Donc, pour imposer aux jeunes générations l'injure et l'opprobre, encore un mot à 5 sous, d'extrême droite vis-à-vis de quelqu'un qui ne fait que réclamer un débat contradictoire et objectif sur, par exemple, l'efficacité ou l'inefficacité, la dangerosité ou l'innocuité, encore un mot à 5 sous, des vaccins anti-Covid. Réclamer un débat ouvert, contradictoire, transparent, c'est une menace contre la démocratie, c'est être extrême droite, c'est être complotiste, c'est être conspirationniste. Qui peut accepter ce genre d'injure? Eh bien, tous ceux dont on a vidé l'esprit ou tous ceux dont on n'a jamais rempli l'esprit avec une richesse linguistique de vocabulaire. C'est ça. C'est ça qui est en train de se passer. Vous comprenez mieux quelle est la guerre cognitive qui est en train d'être menée contre nous, et surtout contre les jeunes générations. C'est que non seulement on ne leur a pas rempli la tête, on a appauvri leur vocabulaire avec toute la culture moderne, contemporaine qu'on leur donne. Regardez les bouquins qui sont lus par la plupart des jeunes aujourd'hui. De toute façon, ils ne lisent plus, ils sont sur leur smartphone, ils sont sur TikTok et ils sont en train de détruire leur cerveau et de détruire leur vie en étant accros à TikTok. Mais pendant ce temps-là, l'enrichissement de leur vocabulaire, en lisant du Balzac, en lisant du Camus, en lisant du Victor Hugo, etc., eh bien, on est très loin. C'est ça, la guerre. Donc, en fait, vous voyez, et je vous invite vraiment à lire l'article remarquable d'Ariane Billeran, La langue trafiquée dans les îlots totalitaires. Donc vous avez la référence sous la vidéo. Je ne vais pas vous faire un résumé, ce serait trop long. Mais elle explique vraiment, je vous donne le résumé de ce qu'elle dit. Elle dit, voilà, le totalitarisme s'approprier la langue, c'est ce qu'elle dit. Attaquer la langue, c'est empêcher de donner du sens à la réalité que nous percevons et de nous inscrire dans nos racines culturelles qui sont autant de repères de civilisation. Donc, l'œuvre de corruption de la langue, ça s'opère en 2 temps, dit-elle. Premier temps, c'est la déconstruction de la langue, en attaquant toute une série de choses. Alors, elle parle de la réduction de vocabulaire, je viens d'en parler, l'altération du sens des mots, par exemple, la solution finale, c'est beaucoup plus doux qu'une extermination de masse. Pourtant, ça veut dire la même chose. Mais quand on dit, ouais, c'était la solution finale, quand on parle de frappe chirurgicale, alors que la chirurgie, normalement, c'est fait pour sauver des vies. Mais des frappes chirurgicales, je ne pense pas que ce soit pour sauver des vies, etc., etc. Il y a aussi l'utilisation d'amalgame en disant, Crèvecoeur a été cité par un tel qui est quelqu'un d'extrême droite, donc Crèvecoeur est quelqu'un d'extrême droite aussi. Voilà. Ou Crèvecoeur critique le cartel bancaire et les Rothschild, donc c'est un antisémite. Vous voyez, ça, ce sont des amalgames. Il y a les paradoxes aussi. Par exemple, on parle de droits sexuels, alors qu'Ariane Billeran a travaillé beaucoup sur cette question des droits sexuels. En fait, le droit, normalement, est fait pour protéger les gens. C'est pas pour les obliger à faire quelque chose. Vous voyez, il y a une inversion complète et un paradoxe, une inversion paradoxale du sens du mot du droit. Les brigades sanitaires qui sont venues pour assassiner les vieux dans les EHPAD, enfin bref, donc la déconstruction de la syntaxe et de la construction des phrases. Regardez, c'est insidieux, mais c'est extrêmement pernicieux. Les examens universitaires aujourd'hui, comment sont-ils menés dans l'immense majorité des cas? Maintenant, ce sont des QCM, donc des questionnaires à choix multiples. C'est-à-dire qu'en fait, on n'oblige même plus les étudiants à construire un discours pour apporter la réponse à la question qu'on leur a posée lors de l'examen universitaire.
On leur demande simplement de cocher des cases. C'est tout. Moi, quand j'ai passé tous mes examens, que ce soit mes examens pendant mes études en physique ou mes examens pendant mes études en philosophie, je me souviens dans mon cours d'histoire de la philosophie, notre professeur, je tire au sort une question et j'avais 10 minutes pour préparer la réponse et il me demande comparer la philosophie de Platon et la philosophie de saint Thomas d'Aquin. On n'avait pas vu ça au cours. Ce qu'on avait vu, c'est qu'on avait étudié la philosophie de Platon pendant des heures et des heures. On avait étudié la philosophie de saint Thomas d'Aquin d'une part, mais jamais le professeur n'avait fait le travail de comparer les deux philosophies. J'avais 10 minutes pour préparer ça. Vous imaginez, heureusement que j'avais les schémas heuristiques, parce que j'ai fait mon schéma heuristique, le mind map sur Platon. Mon schéma heuristique, je l'ai fait rapidement sur saint Thomas d'Aquin, et là j'ai vu toutes les connexions. Je suis arrivé, j'ai fait un exposé de 20 minutes ou de 25 minutes à mon professeur. Il m'a regardé comme ça, il m'a donné 19 sur 20. Il n'avait jamais vu ça, enfin, ou très rarement. Demander aujourd'hui à quelqu'un qui a subi l'œuvre de crétinisation de l'enseignement public ou même de l'enseignement privé, et demandez-leur d'aligner 10 phrases dans un discours. Demandez-leur de faire cela. Ils en sont incapables parce qu'on leur a retiré même la capacité à formuler des phrases avec un sujet, un verbe et un complément. Ils sont incapables de faire ça, parce qu'ils ont été formés à coups de QCM. Ça, c'est toute l'œuvre de déconstruction, donc je vous renvoie à l'article d'Ariane Billeran. D'ailleurs, il y a une chose quand même que j'ai relevée, parce que j'en ai fait les frais. Elle dit « Ces mêmes idéologies n'hésitent pas à confondre la pensée et les actes ». En s'attaquant physiquement, en faisant croire que les mots sont des attaques physiques aux personnes. Et effectivement, lors d'une de mes conversations du lundi, j'avais dit, je crois que c'était la conversation numéro 111, j'avais parlé du réductionnisme technoscientiste, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont entendu, et à la fin de toute cette démonstration où je faisais une histoire de la pensée, une histoire des sciences, et de montrer à quel point, depuis le siècle des Lumières, on avait réduit la réalité à la technologie et au scientisme, qui n'a rien à voir avec la science d'ailleurs. Et je terminais en disant, ben voilà, notre mission, à nous les gardiens de l'humanité, ce sera de terrasser ces journalistes, ces médecins de plateau, ces sociologues de plateau qui sont en train de détruire l'humanité. Et j'avais dit, et ces gens ne méritent même pas de vivre encore sur Terre. Bon, quand je dis terrasser, je sais exactement ce que veut dire terrasser. J'ai une référence culturelle qui est Saint-Michel terrassant le dragon. J'ai une référence culturelle et religieuse de la Vierge qui terrasse le serpent dans le livre de l'Apocalypse. Et ce qui est intéressant, parce que quand on connaît vraiment l'histoire de Saint-Michel ou de la Vierge qui terrasse le serpent, c'est que le serpent n'est pas tué, ni par Saint-Michel, ni par la Vierge dans l'Apocalypse. Il est terrassé, c'est-à-dire qu'il est maîtrisé. Il est mis à terre. Quand on met quelqu'un à terre, on ne le tue pas. Eh bien, évidemment, les journalistes incultes, enfin, les incultes qui nous servent de journaleux au Québec, m'ont tout de suite accusé, Patrick Lagacé en tête, et ça a été repris évidemment par Isabelle Haché, par Richard Martineau et compagnie, en disant que c'était un véritable appel au meurtre que Jean-Jacques Crèvecoeur faisait vis-à-vis des journalistes, des médecins de plateau et des sociologues, et qu'il fallait envoyer la GRC, donc la Gendarmerie royale du Québec, du Canada, pardon, GRC, ou la SQ, donc la Sûreté du Québec, pour venir m'arrêter à mon domicile. Donc, vous voyez que moi, je sais les mots que j'utilise, mais dans cette manipulation cognitive,
venir faire croire à la population. Et il y a une partie de la population qui l'a cru, bien entendu. Ils ont embarqué là-dessus. Il y avait qu'à voir les commentaires sous les articles des journalistes. Ces commentaires étaient majoritairement favorables à la version du journaliste et totalement défavorables en disant « Ouais, comment ça se fait hein, en prison, crève-cœur, etc. Hein, c'est un criminel, c'est un fou dangereux, etc. » Moi, j'avais juste parlé de terrasser ces gens qui nous empêchent encore de regarder la réalité dans toute sa diversité, sa biodiversité. J'avais passé 1 heure à faire l'apologie de la biodiversité, de la tolérance, de la diversité des points de vue, etc. Et en disant qu'il n'y avait pas une vérité unique qui était définie par le technoscientisme, et on vient tirer cette phrase du contexte pour dire « Ah, terrasser, ça veut dire abattre ». Non, terrasser, ça ne veut pas dire tuer, ça ne veut pas dire abattre, ça ne veut pas dire massacrer, ce sont des synonymes, mais ça ne veut pas dire exactement la même chose. Ça va? Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la reconstruction délirante de la langue. Hein. Ça, ce sont les termes d'Ariane Bihuran, où elle parle de néologisme. Ah oui, une fois qu'on a vidé le verre, on va pouvoir le remplir avec d'autres choses. Et Ariane cite un glossaire qui a été constitué au Québec. C'est le glossaire LGBT sur la diversité sexuelle et de genre en milieu de travail. Donc c'est un document qui maintenant est devenu un document contraignant pour les entreprises où les entreprises doivent se soumettre à utiliser 130 nouveaux termes qui doivent être imposés à l'ensemble du personnel. Alors j'ai été voir évidemment ce glossaire LGBT et c'est délirant. De nouveau, c'est délirant. C'est une reconstruction délirante de la langue. On n'a plus le droit de mettre des toilettes hommes et femmes. On va mettre des toilettes genrées. Et il faut même des toilettes maintenant neutres, c'est-à-dire non genrées. C'est-à-dire que ceux qui ont envie d'aller dans une toilette non genrée doivent avoir la possibilité. Donc les entreprises doivent maintenant prévoir des toilettes non genrées à côté des toilettes genrées masculines et genrées féminines. On est bien parti, hein? Et quand vous prenez en plus les nouveaux mots, la nouvelle langue Covid qui nous a été imposée, eh bien, Ariane disait, il y a 130 nouveaux termes du lobby LGBT et 60 nouveaux termes et expressions du lobby Covid, du Covidisme. Donc, ça nous fait à peu près 200 mots. Quand on sait que dans la langue française, les jeunes générations n'ont plus comme vocabulaire actif que 400 mots de la langue française, eh bien, en fait, on se rend compte qu'avec les LGBT, le genrisme, le wokisme et le covidisme, eh bien, la moitié du vocabulaire de la population vient d'être squattée par la nouvelle langue complètement délirante. Alors, ça ne marche pas chez nous qui avons plus de 50-55 ans, hein, même si on les a mémorisés finalement quelque part, mais c'est pas ça qui fait notre quotidien. Mais les jeunes générations, ils n'ont plus que ça comme vocabulaire. En tout cas, c'est... si on ajoute 200 à 400, ça fait 1/3 de leur vocabulaire qui devient totalement un outil idéologique de manipulation des masses. Extraordinaire, hein? Et je pourrais parler beaucoup plus longtemps de la manière dont on manipule la littérature, la musique contemporaine, l'art contemporain et la presse contemporaine. Hein? Bon, alors... Les mots remplacés. Alors là, c'est quand même, on va rigoler un petit peu hein, pour terminer cette émission, j'espère pas trop longue. Enfin, ça fait 48 minutes que je vous parle. Le ballon est devenu un référentiel bondissant. Non mais attendez, moi je rêve. Hein. C'est les cours pédagogiques qui maintenant dit qu'il faut remplacer certains mots par d'autres qui soient plus descriptifs. Donc le ballon, c'est un référentiel bondissant. Vous imaginez les commentateurs de football qui vont maintenant nous parler de « Et voici une tête du référentiel bondissant vers le... » Bon, enfin voilà. Le crayon, c'est l'outil scripteur. Voilà, les élèves sont devenus des apprenants et les instituteurs sont devenus des professeurs des écoles. Aussi la notion de commerce non essentiel.
qui a remplacé le mot de commerce utile. Mais quelque chose d'utile n'est pas nécessairement essentiel, et quelque chose d'essentiel n'est pas nécessairement utile. Voyez, moi j'ai appris pendant 6 ans le latin. J'ai eu énormément de plaisir. J'avais 6 heures de cours par semaine de latin pendant 6 ans. Enfin non, la première année, c'était 9 heures de cours par semaine. Et puis, les 5 années suivantes, j'ai bouffé du latin 6 heures par semaine pendant toute l'année scolaire. Est-ce que c'était utile? Non. Est-ce que c'était essentiel? Oui. C'était essentiel, pourquoi? Parce que ça m'a donné l'amour de la langue française, ça m'a donné la possibilité d'élargir mon vocabulaire, donc d'élargir ma capacité de penser, de réfléchir par moi-même, et éventuellement de faire réfléchir et de faire penser les personnes par elles-mêmes aussi. Mais c'était pas utile, dans le sens utilitariste. Voyez, mais quand on dit ceci est un commerce non essentiel, ça veut dire c'est un commerce qui n'est pas utile dans le cadre de la production capitalistique. C'est ça que ça veut dire. Mais vous voyez, donc, les mots ont été remplacés, et donc maintenant, tout le monde dit « Ah oui, mais ça, c'est un commerce non essentiel ». Plus personne ne fait, ou quasiment plus personne, ne fait la distinction entre quelque chose qui est utile et quelque chose qui est essentiel. Alors, il y a les métaphores techniques et mécaniques, je vous laisse découvrir cela, et la reconstruction de la langue et de l'histoire avec toute une série. Bon, ben là, je vous réfère évidemment à Franck Lepage qui a vu ça depuis très longtemps, et vraiment, j'ai beaucoup de reconnaissance pour lui parce que effectivement, c'était nécessaire de faire ce travail d'éducation populaire à son niveau pour dénoncer l'utilisation perverse qui est faite des mots pour nous faire passer des choses inacceptables comme étant des choses tout à fait tolérables ou même tout à fait normales ou acceptables. Et c'est intéressant parce que je me souvenais pas de cela, mais Macron avait dit lors de son allocution du mois d'avril 2021, il faut déconstruire notre propre histoire. Donc c'est vraiment une politique de table rase, et d'ailleurs, toutes les dictatures, tous les régimes totalitaires, la première chose qu'ils font lorsqu'ils prennent le pouvoir, c'est brûler les livres d'histoire, c'est prendre le contrôle des stations de radio, de télévision et des universités, et d'éliminer tous les livres qui peuvent déranger le pouvoir qui se met en place, le pouvoir totalitaire. Et finalement, c'est un peu comme si l'imposition de cette nouvelle langue était un prosélytisme religieux. Vous vous rendez compte le nombre de mots compliqués que j'ai utilisés dans ma conversation d'aujourd'hui, enfin dans mon émission d'aujourd'hui, c'est quand même assez impressionnant. Mais je m'écoute parler en même temps et je me dis, ouais, prosélytisme. Quelle jeune génération connaît encore ce terme de prosélytisme religieux? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment, c'est pendant que je vous parle que je me rends compte que je dispose encore d'un vocabulaire relativement riche, heureusement, mais bon sang que c'est triste en même temps de me rendre compte que peut-être pas mes enfants, parce que mes enfants ont baigné dans un milieu très je dirais très riche sur le plan culturel, aussi bien Ananou que moi, nous étions de grands lecteurs, tous les deux universitaires, et on avait vraiment un amour de la langue française l'un et l'autre qui a fait que nos filles, qui en plus ont été protégées de la télévision, puisqu'on a décidé, Ananou et moi, quand on s'est mariés, de ne pas avoir de télévision pour se protéger psychologiquement, émotionnellement et spirituellement, et pour protéger nos éventuels enfants psychologiquement, émotionnellement et spirituellement. Et donc, en fait, nos filles qui n'ont pas eu ni de jeux vidéo ni de télévision ont bien été obligées de se rabattre sur la littérature, elles aussi, sur les livres, et mes 3 filles sont devenues des grandes lectrices. Donc, mais la plupart des jeunes de leur âge, bon, mes filles ont dans la trentaine, combien de mots leur reste-t-il par rapport au bagage linguistique que nous avons eu et que nous avons reçu, nous, les plus de 55 ans? C'est vraiment une question à laquelle je vous invite de méditer parce que
je suis de plus en plus convaincu, maintenant que je fais ce travail avec vous, de déchirer les voiles du mensonge, de la propagande et de la manipulation des masses. Plus je travaille sur ce sujet, plus je me rends compte à quel point nous sommes face à une guerre culturelle, une guerre cognitive, une guerre de l'information, mais une perversion de l'utilisation qui est faite de la langue. Et c'est la raison pour laquelle nous avons vraiment l'urgence de nous mobiliser pour défendre à tout prix cette culture et cette richesse sémantique qui nous permet justement de continuer à penser sans être violent physiquement. Voilà. D'ailleurs, en parlant de déchirer les voiles du mensonge, de la propagande et de la manipulation des masses, j'informe ceux qui l'attendaient que tous les courriels ont été envoyés aux 280 personnes. Tous les courriels ont été envoyés ce vendredi 22 décembre. Donc, théoriquement, vous devriez les avoir reçus dans votre boîte à courriel ou dans votre boîte à pourriel. Hein, ça, c'est une expression venant du Québec aussi. Pourriel, c'est les spams. Hein. Donc, vous devriez avoir reçu un courriel qui vous permet d'accéder maintenant à la plateforme que nous avons préparée pour vous. C'est surtout Ananou qui a préparé cette plateforme avec Sarah, donc 2 membres de mon équipe. Donc nous avons préparé cette plateforme et ceux qui ont été retenus pour les cercles restreints, eh bien vous pouvez dès à présent vous mettre au travail en attendant le webinaire que nous animerons, Ananou et moi, le 10 janvier prochain sur cette plateforme. Donc ce ne sera pas un webinaire public évidemment, ce sera un webinaire réservé à ceux qui vont travailler sur ce fabuleux projet de déchirer les voiles. Voilà. Donc, en tout cas, merci de votre attention, merci de votre investissement en temps pour passer des heures et des heures à vous enrichir, et j'espère vraiment que j'ai été utile aujourd'hui en faisant ce que je faisais. Et donc, le 1er janvier, ce sera le prochain lundi. Ce sera un jour férié pour tout le monde, y compris pour moi. Donc, en fait, je vous ai déjà préparé à l'avance, puisqu'on prépare toujours à l'avance, hein, ça c'est un pléonasme. Encore un mot à 5 sous. Donc, je vous ai préparé une surprise pour le 1er janvier. Donc, vous aurez également une publication de Déchirer les voiles pour le 1er janvier, mais ça, je ne vous dis pas ce que c'est. Voilà, alors, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'ont apporté des références, et je vous mets plein de références sous cette vidéo, donc vraiment pour que vous alliez, comme moi, vous délecter. Hein, vous délecter pour affectionner, pour chérir même des choses qui vous permettront de kiffer sur le contenu que vous pourrez peut-être raffoler ou priser à force d'apprécier et d'affectionner les contenus qui ont été partagés par vous et que je relais sous cette vidéo. Alors à très bientôt et prenez bien soin de vous. Et encore joyeux Noël!